Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Les enjeux des élections locales au Sénégal. Après plusieurs reports, ce scrutin se tiendra ce dimanche 23 janvier. Près de 6,7 millions d'électeurs sont attendus aux urnes. La hausse de la production pétrolière en Libye, elle a atteint en moyenne 1,2 million de barils par jour contre 700 000 environ il y a 2 semaines. Et puis focus sur la technique de l'aquamation, une méthode écologique de crémation optée par le prix Nobel de la paix Desmond Tutu, décédé le 26 décembre 2021. Les détails à suivre dans ce journal. J-2 avant les élections locales au Sénégal. C'est le premier scrutin que tient le pays depuis la réélection du président Macky Sall en 2019. Pouvoir et opposition sont ainsi en ordre de bataille, notamment pour conquérir Dakar, la capitale sénégalaise qui constitue l'un des principaux enjeux de ces élections. Philomène Tine. À quelques heures de la clôture de la campagne électorale en vue des élections municipales et départementales prévues le 23 janvier 2022 au Sénégal, les différents candidats n'ont pas manqué d'essayer de convaincre les populations par l'exhibition de leur bilan pour les maires sortants ou par la présentation de leurs projets de société pour d'autres. Toutefois, la conquête de la mairie de Dakar, la capitale sénégalaise, demeure le principal enjeu de ces scrutins. Les candidats à la mairie de Dakar et leur programme, il y en a au moins un qui a un programme, c'est Abdoulaye Diouf Sarr. Il a, à travers la campagne électorale, mais surtout dans les médias, exposé ses intentions pour la capitale sénégalaise. Et ça diffère un petit peu des autres candidats parce que Pape Diop, il joue sur le fait qu'il a été maire et que depuis qu'il est parti, ça ne fonctionne pas, mais il ne propose rien de nouveau. Soham Wardini joue sur le fait que elle a été la première femme maire. Barthélémy Diaz, il tire sur la corde sensible en disant que voilà, je suis victime du manque de démocratie de la part du régime au pouvoir. Pour briguer la mairie de Dakar, la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar de la majorité présidentielle a à sa tête Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé. En face, pas moins de 6 candidats, dont Barthélémy Diaz pour Yewwi Askan Wi, la coalition menée par Khalifa Sall et Ousmane Sonko, Soham El Wardini, la maire sortante et 3 autres postulants. En ce qui concerne le bilan des maires sortants, reproché à Barthélémy Diaz de ne pas avoir de bilan. Abdoulaye Sarr, dans sa commune, il a énormément de choses qui ont été faites là-bas. En tout cas, lui, il a un bilan qu'il peut proposer. Même chose pour Soham Wardini. En sachant quand même que Mme Wardini n'a pas été élue maire, elle a terminé le mandat de l'ancien maire qui était Khalifa Sall et elle s'en est quand même bien tirée. Et c'est pour ça que les observateurs ont trouvé dommage que la coalition dont elle faisait partie ne l'ait pas choisie. Le 23 janvier 2022, des milliers de candidats vont concourir pour être à la tête de 557 exécutifs communaux et 47 départementaux du pays. Dans l'actualité également, une situation humanitaire de plus en plus critique au Tigré, région de l'Éthiopie en proie au conflit depuis plus d'1 an. Dans son dernier rapport, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU a tiré la sonnette d'alarme. Selon le département, je cite, « Les distributions de nourriture ont atteint un niveau plus bas que jamais ». Plus encore, les stocks alimentaires et le carburant sont presque entièrement épuisés. OCHA précise par ailleurs que depuis le 14 janvier, aucun transport d'aide humanitaire n'a pu être effectué entre Séméra et Mekele. Une situation alarmante dans la mesure où 5,2 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire au Tigré. À Caen, l'entrée en production du projet Grand Tortue Améim, situé à la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal. Le gisement gazier avait été découvert en 2015, un projet synonyme de perspective de développement importante pour les autorités mauritaniennes. Reportage de notre correspondant Ange Bijou-Nomenio. Le projet gazier Grand Tortue Améim avance bien en Mauritanie. Les premières productions de gaz liquéfié devraient commencer à partir de l'année 2023. Le taux d'avancement des travaux a atteint les 53% et la phase 1 du projet est sur le point d'aboutir avec 83% de taux d'achèvement. Cette avancée crée une véritable satisfaction chez les autorités mauritaniennes qui continuent d'appeler les investisseurs à venir investir dans leur pays. Son code des investissements nouveau et qui est bien articulé, très attractif et qui invite tous les investisseurs, qu'ils soient africains ou non, à venir
ici en Mauritanie, terre de potentialité, terre aussi de découverte, parce que vous n'êtes pas, sans le savoir, l'une des plus grandes réserves en gaz se trouve juste à quelques centaines de kilomètres d'ici, à la frontière avec le Sénégal, et c'est le champ Grand Tortue à Meyim qui va entrer en exploitation à partir de 2023. La première phase du projet Grand Tortue à Meyim a déjà eu des retombées positives sur l'économie mauritanienne. 1100 emplois directs et 200 emplois indirects ont été créés avec l'implication de plusieurs sociétés locales. L'Agence de la promotion des investissements a beaucoup insisté sur ça en disant que, écoutez, nous nous adressons d'abord aux investisseurs locaux, nous les appelons à venir investir, mais ces gens qui sont dans ce classement, pour la plupart, c'est des capitaines d'industrie, des capitaines de services, c'est des gens qui ont réussi par les dons, par la poigne à fonder de grands groupes. Selon les experts, la plateforme Grand Tortue à Meyim produira 2,5 millions de tonnes de gaz liquéfié par an après son opérationnalisation. En Libye, la production pétrolière s'est hissée à 1,2 million de barils par jour en moyenne. Une information divulguée par Moustapha Sanala, le directeur de la Compagnie nationale de pétrole. Une véritable satisfaction pour les autorités, dans la mesure où l'économie nationale est fortement dépendante de la rente pétrolière. Solène Duplessis. La production pétrolière en Libye est remontée à 1,2 million de barils par jour. C'est ce qu'a révélé Moustapha Sanala, le patron de la compagnie libyenne de pétrole, ce mercredi. Une embellie pour le pays dont l'activité économique repose principalement sur la rente pétrolière. La production est pourtant régulièrement confrontée à des périodes de forte baisse, en cause notamment la vétusté des installations pétrolières. Le responsable du groupe public a déploré un manque d'investissement public dans le secteur énergétique. La NOC tente de maintenir un niveau de production de 1,2 million de barils par jour, mais espère atteindre des volumes plus élevés si nous pouvons obtenir les budgets. Les réseaux sont vétustes et doivent régulièrement être stoppés pour réparer les pipelines. Nous avons des équipements vieux de 60 ans qui doivent être remplacés, mais faute de budget, ce n'est pas possible. Afin d'augmenter sa production, la compagnie pétrolière prévoit de mettre en service 2 nouveaux champs avec un budget de 6,7 milliards de dollars, un investissement qui permettrait à la Libye d'atteindre les 1,4 million de barils par jour. Cependant, la compagnie est toujours dans l'attente de financement. En 2021, elle n'aurait reçu que 11% du budget de l'État, prévu pour le secteur des hydrocarbures, selon Moustapha Sanala. La National Oil Corporation vise également à ouvrir de nouveaux champs God Willing, le champ Irwan à Mouzouk et le champ NC4 à Hamada, avec une capacité de production de 17 900 barils d'ici la fin de cette année. Si nous pouvions obtenir le reste du budget. Depuis la chute de l'ancien président Mouammar Kadhafi, le secteur pétrolier est sévèrement impacté par l'instabilité du pays. Les installations pétrolières sont régulièrement prises pour cible lors d'attaques. Rappelons qu'avant 2011, la production pétrolière se situait aux alentours de 1,5 à 1,6 million de barils par jour. L'actualité nous emmène également au Maroc où les autorités ambitionnent de mettre en œuvre de nouveaux projets ferroviaires. Pour ce faire, le gouvernement est en quête de financement. Ces projets, considérés comme une priorité par le Royaume, sont estimés à plusieurs milliards d'euros. L'un concerne l'extension de la ligne à grande vitesse Tanger-Casablanca, l'autre vise à lancer une nouvelle liaison Marrakech-Agadir, projet sur lequel souhaite déjà se positionner un groupe chinois. Le 26 décembre 2021, l'archevêque Desmond Tutu nous quittait à l'âge de 90 ans. Avant de rendre l'âme, ce fervent défenseur des droits de l'homme avait émis le souhait que son corps soit réduit en poussière par la technique de l'aquamation, une méthode assez peu connue du grand public en adéquation avec ses idéaux. Les explications de Gladys Mwamba. L'aquamation à la place de l'incinération, c'était l'une des dernières volontés du prix Nobel de la paix, Desmond Tutu. Décédé le 26 décembre 2021 à l'âge de 90 ans, ce dernier désirait des funérailles sobres, l'aquamation étant une méthode de crémation alternative par l'eau, plus écologique et ne rejetant pas de gaz dans l'atmosphère. Tout d'abord, il utilise beaucoup moins d'électricité et de gaz que les crématoriums normaux. Vous n'utilisez pas de combustible fossile, donc il n'y a pas d'émission de carbone. Et l'autre chose est que la quantité d'eau utilisée n'est pas si importante. Donc c'est définitivement beaucoup plus respectueux de l'environnement. En aquamation, le corps est immergé dans une solution d'eau et d'alcali
Dans une chambre métallique et chauffée jusqu'à 300 degrés Fahrenheit, les matières organiques du corps se décomposent en ne laissant que les os, qui sont ensuite transformés en une poudre restituée à la famille, un choix qui a surpris bon nombre de Sud-Africains qui méconnaissaient cette méthode. En fait, je ne connaissais pas l'aquamation, mais maintenant que je connais cette méthode, cela ne me dérangerait pas de le faire moi-même, parce que c'est respectueux de l'environnement. J'ai eu une situation de décès il y a quelques mois où un membre de ma famille a été incinéré, donc je choisirais l'eau, en fait, plutôt que le feu. L'aquamation est pécuniairement similaire à la crémation traditionnelle et nettement moins chère que l'inhumation. Certains Sud-Africains envisagent désormais de suivre l'exemple de l'archevêque Desmond Tutu, dont les restes ont été enterrés dans une boîte discrète sous le sol de la cathédrale Saint-Georges au Cap. C'est une première pour le continent. Une école gratuite de cinéma a ouvert ses portes à Dakar. L'établissement est le fruit d'un projet mené par le réalisateur Ladjli avec le collectif français Courtrajmé. Parmi les formations qui seront proposées, une sera dédiée aux séries qui rencontrent un véritable succès auprès des Sénégalais. Samantha Sabero-Sabobonga. Ouverture d'une première école gratuite de cinéma en Afrique. Afin de faciliter l'accès au cinéma à des talents locaux, le collectif Courtrajmé vient d'ouvrir les portes de la première école gratuite de cinéma à Dakar. Son ambition est de former la prochaine génération du cinéma africain en donnant de la chance à de nouveaux talents. Pour cette première session, l'école permettra de former 14 jeunes pour une durée de 5 mois. Alors pour moi, cette école, c'est une très bonne initiative. Elle est portée par Toumani Sangaré et Ladjli. On a vu ce qu'ils ont eu à faire, que ce soit dans le domaine des films long métrages ou dans le domaine des séries. Ils ont eu aussi à beaucoup tourner en Afrique. Ils connaissent bien et maîtrisent bien les enjeux, les défis auxquels doivent faire face les jeunes qui sont en Afrique. Donc que cette troisième école gratuite qu'ils ouvrent, parce que je vous rappelle qu'après Montfermeil et Marseille, l'école de Dakar est la troisième. Ça répond vraiment aux préoccupations des jeunes qui sont dans cette zone ouest africaine. L'école est ouverte à tous, sans prérequis de diplôme et sans limite d'âge. Selon Ladjli, fondateur de Courtrajmé, en Afrique, l'accès au cinéma reste difficile. Pourtant, l'Afrique regorge des talents qui n'attendent que d'être découverts. Pour moi, la seule chose à déplorer, c'est qu'en fait, nos États ne soutiennent pas ce genre d'initiative à fond comme ils devraient le faire. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, même vu de loin, on voit nettement que c'est plus les Français qui soutiennent ce projet que l'État du Sénégal ou l'État malien ou l'État ivoirien, ce qui est quand même dommage parce que au vu du boom qu'il y a dans le milieu cinématographique et audiovisuel au sein de nos pays, nos autorités devraient accorder plus d'importance à ce secteur et voir comment le booster afin de ne pas perdre le contrôle. Le collectif Courtrajmé prévoit également d'ouvrir des écoles un peu partout sur le continent, notamment au Mali, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.